Merci à toutes et tous d'être là ce soir pour ce webinaire consacré à la négociation avec François Lauvergnat, donc qui est parmi nos camarades. Est-ce que tu peux passer la slide, François? Merci beaucoup. Donc, juste en introduction du webinaire, François va intervenir dans le cadre des webinaires développement carrière de Mine Paris Alumni. L'objectif donc du service carrière de MPA, c'est de couvrir un peu tous les besoins de ses membres en matière de développement de carrière, que ce soit en tout début de carrière, quand on commence à partir à la retraite, quand on gère sa retraite, ou même quand on est au milieu de sa carrière, la partie une des parties les plus longues. Il y a différents services dont je vais parler très rapidement avant de passer la main à François. Donc, les webinaires carrière, donc c'est ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Différents experts qui interviennent pour parler de compétences importantes pour les alumni, de coaching, des choses comme ça. Les conseillers carrière, donc ça c'est un recensement de camarades qui sont compétents pour vous écouter, qui sont bienveillants et qui ont une expérience intéressante que vous pouvez solliciter si vous voulez rentrer dans tel ou tel secteur ou si vous êtes tenté par telle ou telle expérience, l'expatriation, etc. La conciergerie qui est un peu le point d'entrée pour toutes vos demandes ad hoc, toutes les demandes qui rentrent pas dans une case. Je cherche à embaucher quelqu'un qui a tel profil, je cherche à être embauché et j'ai tel profil. C'est un Google Form et derrière, il y a une équipe de bénévoles qui se met en marche pour servir cette demande. Addendum, qui est notre organisme de formation, donc l'organisme de formation des MPA, qui propose des formations conçues par des alumni et qui sont spécifiquement conçues pour vous, les alumni. Notamment cette dernière année, deux formations d'IA et deux formations de leadership et de communication via le théâtre. Et il y en a plein d'autres qui nous attendent en 2025. Et enfin, du coaching personnalisé, puisque on a négocié donc des tarifs avec différents cabinets de coaching et on vous annoncera ça prochainement. Mais aujourd'hui, on est là pour parler négociation avec François. Et donc, ben, François, je te passe la parole. Bien, ben, merci Théophile, merci de cette introduction et merci à l'Association des mines Paris Alumni de cette invitation. Euh, donc, on va parler négociation aujourd'hui. Alors évidemment, dans le format qu'on a à notre disposition, on ne va pas faire complètement le tour de tous les secrets de la négociation, ce serait bien présomptueux. Mais quelque part, je pense que l'objectif de cette séance, c'est d'ouvrir un certain nombre de portes et peut-être de donner quelques perspectives sur ce que c'est que la négociation et sur ce que ça n'est pas peut-être aussi. Alors, c'est pour ça que je vous propose de faire je dirais un tour d'horizon de la négociation et je vais commencer par me présenter peut-être en quelques mots. Alors, je suis donc effectivement ancien élève Paris 86, donc je suis sorti en 89 de l'école des mines et je suis rentré en fait directement dans l'industrie automobile. Pas pour faire directement de la négociation, mais plutôt pour faire des méthodes dans un premier temps. Et assez rapidement, je me suis orienté vers la direction des achats de PSA Peugeot Citroën, où j'ai fait une carrière, je dirais, j'ai suivi à peu près 15 ans de PSA Peugeot Citroën en France, à l'étranger, au Brésil notamment. Et donc, j'ai occupé différents postes de manager achat au sein de cette entreprise qui s'appelle Stellantis maintenant pour les plus jeunes d'entre vous. Ensuite, je suis sorti de l'industrie automobile et j'ai occupé différents postes de directeur achat, d'abord dans une start-up du domaine de la biotechnologie et puis ensuite dans le bâtiment et dans la distribution. Et depuis 6 ans, maintenant 7 presque cette année, je suis consultant indépendant et j'accompagne des entreprises à la fois pour leurs problématiques achats, je coach des équipes achats. Et puis, et c'est peut-être ça le point, je dirais, central par rapport à mon intervention aujourd'hui, je suis également formateur sur la négociation et je forme à la fois des équipes non seulement d'acheteurs, mais aussi de commerciaux à la négociation. Alors c'est pour ça que, bon, quelque part, je vous propose ce fil conducteur pour ce webinaire d'aujourd'hui, pour
ouvrir la discussion sur un certain nombre je dirais, d'idées reçues et voire même aussi d'approches pour traiter la négociation. Et donc, essayons d'ouvrir un certain nombre de portes. Et je finirai cette intervention par, non pas quelques secrets, mais peut-être quelques incontournables pour bien négocier. Et puis, on finira effectivement par une séance de questions-réponses dans le dernier quart d'heure. Alors, commençons déjà par un premier point qui m'est apparu très rapidement lorsque je me suis retrouvé acheteur des pneumatiques et des roues pour PSA Peugeot Citroën dans mon premier poste d'acheteur. Et j'ai eu un moment de solitude parce que quelque part, j'étais ingénieur, jeune ingénieur, et je n'avais aucune notion de ce qu'était ni la relation commerciale, la relation fournisseur, et bien sûr, que des notions extrêmement sommaires de négociation. Et ça, je l'ai retrouvé à plusieurs reprises dans mon parcours, euh, de rencontrer des gens qui étaient dans des positions de négociateurs et qui n'avaient pourtant pas beaucoup de vision sur la négociation. Et c'est ce que j'appelle quelque part le paradoxe de la négociation, à savoir que la négociation est à la fois une compétence qui est, on va le voir, enfin, vous le savez tous, quelque part importante, pour des gens qui sont dans des situations je dirais, de responsabilité commerciale et d'une manière générale, et pourtant elle est assez maltraitée. Alors pourquoi elle est importante? Elle est importante parce que la négociation, bah, clairement, elle est partout. Alors, elle est partout, compris dans votre vie privée, quand vous achetez une maison, quand vous vendez une voiture, quand vous êtes même dans le milieu familial avec votre conjoint, votre conjointe ou avec vos enfants. Et bien sûr, elle est dans le professionnel. Alors évidemment, avec les gens qui sont dans des fonctions et dans des responsabilités commerciales, que ce soit côté acheteur ou côté vendeur ou des fonctions de direction générale, mais pas seulement, elles sont aussi, enfin, même pour les jeunes ingénieurs ou pour les ingénieurs, quelque part, négocier des délais, négocier des budgets, c'est aussi de la négociation. Bien évidemment, elle est aussi présente dans l'environnement, dans l'actualité, en politique, en géopolitique. Enfin, quelque part, il suffit d'ouvrir un journal pour le comprendre. Donc la négociation, elle nous environne tout le temps. Elle est complexe. Ça, c'est le deuxième aspect. Clairement, se mettre d'accord avec quelqu'un, c'est pas facile. Bien évidemment, dans le domaine professionnel, lorsqu'on est confronté à des négociations contractuelles avec de multiplicité de critères, clairement, ça peut devenir assez foisonnant, assez complexe, assez complexe. Euh, on est amené en tant que négociateur à négocier dans des environnements qui sont mouvants, hein. Quelque part, les gens qui ont été amenés à négocier des évolutions économiques liées au marché des matières premières et de l'énergie ces dernières années ont vu que tout cela bougeait beaucoup et pouvait être très compliqué à appréhender. Et puis, il y a aussi un facteur humain qui est très important dans la négociation. Et évidemment, on ne va pas négocier de la même façon avec n'importe qui, euh, y compris en termes d'interculturalité. On ne négocie pas pareil avec un Japonais de 75 ans et puis avec des Allemands ou des Américains de 35 ans. Et quand je dis ça, même j'essentialise les Japonais et les Allemands, je ne devrais pas, parce qu'en fait, à l'intérieur même de ces personnalités-là, vous allez avoir des choses très, très différentes. Donc, la négociation est complexe, et puis la négociation, elle a de forts enjeux. Alors, elle a des enjeux qui sont liés, évidemment, à ce qu'on sait tous, c'est-à-dire, par exemple, dans une relation commerciale, effectivement, la négociation, c'est des points de marge pour le vendeur, c'est des enjeux achats pour l'acheteur. Donc, les enjeux peuvent être importants en termes de pourcentage, en termes même de plusieurs dizaines de pourcents, parfois dans certains cas extrêmes. Mais il y a un autre enjeu qu'on voit moins souvent dans la négociation, c'est que la négociation, elle a aussi pour objet de maintenir la relation à un niveau, je dirais, satisfaisant pour les parties. On négocie assez rarement, enfin ça peut arriver, mais on négocie assez rarement une seule fois avec un partenaire. Et donc, quelque part, la négociation, elle a aussi pour objectif de ne pas laisser des cadavres dans le placard. Et pourtant,
quelque part, c'est souvent, parfois, un peu ce qui se passe. Donc, c'est mon deuxième point, c'est que la négociation, elle est, alors je ne dirais pas souvent, mais elle est parfois maltraitée. Et notamment, elle est maltraitée du point de vue du ressenti même des négociateurs. C'est-à-dire que quand vous écoutez, alors moi je l'ai vécu en tant qu'acheteur, responsable achat pendant des années, et je le vois aujourd'hui en tant que consultant et en tant que euh, formateur, il y a, il y a souvent une insatisfaction qui est peut-être un peu diffuse parce que les gens n'arrivent pas forcément à mettre le doigt sur ce qui n'a pas marché. Est-ce que c'est l'autre qui a tout bloqué? Est-ce qu'on n'a pas été suffisamment souple, etc. Mais quelque part, il y a parfois une insatisfaction qui se manifeste et dont on ne sait pas très bien si c'est la maîtrise du processus ou si c'est autre chose. Euh, et puis, effectivement, et moi c'est ce que j'ai constaté de par mon expérience propre, mais aussi maintenant en tant que formateur avec les gens que je rencontre, il y a peu de professionnels qui sont véritablement formés. Il y a plein de gens qui sont lancés dans le bain de négociations qui sont pourtant importantes. Hein, moi, quand j'ai commencé ma carrière, je vous en ai déjà parlé en tant que jeune acheteur chez PSA Peugeot Citroën, j'avais 1 milliard de budget d'achat. Alors, à l'époque, c'était pour les plus jeunes d'entre nous 1 milliard de francs, mais bon, si vous faites la conversion aujourd'hui, on parlerait à peu près du même montant pour des euros, sans avoir véritablement de formation pour négocier de manière méthodologique. Donc, peu de formation, peu de méthodologie, peu de vision d'ensemble. Et tout ça fait qu'en fait, on a un vrai contraste et parfois une situation un peu compliquée à gérer. Et en fait, ce qui transparaît aussi, c'est que on peut être amené à croire que finalement, la négociation, bah, faut être un peu malin et il faut suivre un certain nombre de recettes de cuisine et de trucs et astuces. Et ça, c'est le point suivant que je voulais voir avec vous, c'est quelles sont les idées courantes sur la négociation, qu'est-ce qui, quelque part, est perçu comme étant de bonnes pratiques et qui peut-être n'est pas toujours véritable. C'est-à-dire que moi, j'ai fait une short list. Alors quand je fais des formations, j'en ai plus, mais là j'en ai sélectionné quelques idées reçues sur la négociation qui peuvent être parfois vraies, mais qui sont parfois à double tranchant. Et on vous a sollicité, alors Théophile a envoyé un sondage là-dessus. Et bon, j'ai pris quelques chiffres, c'est assez illustratif. Alors l'idée n'est pas de dire qui a tort ou à qui a raison, mais de mettre en perspective ces idées courantes. Donc je vous propose de les passer en revue de manière un peu une par une. La première idée, c'est qu'il est en gros pas forcément une bonne idée de faire un agenda trop carré. Il est bien de laisser du flou dans la liste des sujets de désaccord à traiter. Alors là, c'est ceux qui se sont exprimés, ceux d'entre vous qui se sont exprimés sur ce sondage, à 80%, ils ne sont pas d'accord. Et moi, je suis d'accord avec eux. C'est-à-dire que c'est vrai que dans une phase d'exploration, on peut imaginer qu'effectivement, on va laisser un petit peu de flou, mais je dirais, comme dit l'autre, quand il y a du flou, il y a un loup. Et donc, tout ce qu'on peut mettre, je dirais, sur la table, tout ce qu'on peut, et notamment les désaccords, il faut le faire le plus explicitement possible en négociation. Donc ça, c'est une première idée courante qui, à mon avis, ne doit pas être suivie dans les faits. Deuxième idée, euh, le premier qui exprime sa position en négociation est perdant. Alors là encore, vous avez voté sur ce que je peux voir à 60%, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Et là aussi, je suis assez d'accord avec ceux qui ont exprimé cette idée. Ce qui est vrai, clairement, c'est que exprimer sa position, évidemment, c'est engageant et que, bah, évidemment, ça va majorer le montant de ce qu'on peut obtenir.
En revanche, il y a deux raisons pour lesquelles quand même le faire, exprimer sa position. Premièrement, c'est une occasion de prendre le lead dans la discussion et d'imprimer une dynamique dans la négociation. Et ça, on le verra un petit peu dans la suite, c'est vraiment important. Et la deuxième raison, c'est de ne pas avoir peur d'exprimer une position à condition que l'on ait une position qui soit ambitieuse tout en restant réaliste. Donc, euh, ne pas s'exprimer d'une manière générale, ne pas vouloir s'exprimer, et ne pas vouloir s'exprimer même en premier, ça n'est pas forcément un avantage, et ça peut d'ailleurs être un symptôme de manque de préparation. Alors, troisième idée, euh, bien négocier, c'est chercher jusqu'où l'autre peut aller, c'est-à-dire pousser l'autre dans ses retranchements. Alors, la plupart d'entre vous, 90% à peu près, ont dit qu'ils étaient d'accord avec ça. Et là, je reconnais tout à fait, je dirais, mes débuts dans l'industrie automobile, dans un contexte où l'acheteur avait je dirais plutôt un rapport de force favorable. Il s'agissait d'essorer, d'étrangler parfois même les fournisseurs. Alors, clairement, la négociation, c'est pas un monde de bisounours, hein. On a clairement un rapport de force à pouvoir exprimer. En revanche, euh, euh, il ne faut pas non plus se leurrer. C'est pas parce que, je dirais, presque littéralement, votre interlocuteur va pleurer devant vous que vous serez à son point de rupture. Il y a des gens qui savent très bien simuler ça, donc ça peut être un petit peu vain. Et puis, d'un autre côté, ça déplace un peu le vrai sujet, parce que le vrai sujet en négociation, c'est quand même plus de savoir jusqu'où vous voulez ou jusqu'où vous pouvez aller. Donc, ne perdons pas ça de vue. Alors, bien évidemment, en ayant dit ça, si vous avez de l'espionnage industriel qui vous permet de savoir jusqu'où l'autre peut aller, parce que vous le savez par un autre moyen, ne vous en privez pas d'essayer d'aller chercher ça. Euh, Quatrième idée courante, c'est qu'en négociation, il faut avant tout éviter de faire des concessions, c'est-à-dire en gros ne rien lâcher. Alors, vous êtes à 95% pas d'accord avec ça, et vous avez, à mon avis, raison, parce que quelque part, et on le verra un petit peu plus tard, euh, la concession, il ne faut pas que ça soit considéré comme le problème. La concession, c'est en négociation, à condition que ce soit bien fait, c'est plutôt du côté de la solution. Donc, euh, ne soyons pas trop rigides, parce que la rigidité, c'est contagieux et ça peut vraiment tout bloquer. Et puis, dernière idée courante, négocier, c'est chercher des moyens pour convaincre l'autre. Alors là, vous êtes à 70% d'accord avec ça, et je dirais que vous avez partiellement raison, mais pour y répondre de manière un peu plus complète, je vous propose de traiter ce point-là hein, comme un point à part, et c'est l'objet de mon point suivant. Le point suivant, c'est comment traiter un intérêt contradictoire, c'est-à-dire comment traiter un désaccord. Eh bien, en fait, il y a trois types d'approches pour résoudre un désaccord. Alors, je vais aller très vite dans cette séquence. En fait, c'est une séquence en formation qu'on peut mener sur 2 heures parce que c'est vraiment très riche. Mais juste pour détourer un peu le sujet, détourer la question, quand vous êtes en désaccord avec quelqu'un, une des possibilités, c'est que la partie qui est en position de force essaie de passer en force complètement, c'est-à-dire disent à l'autre, écoutez, c'est à prendre ou à laisser, et ce sera comme ça. Ce ne sera pas autrement. Donc, c'est de jouer le rapport de force à son extrême. Alors, on appelle ça la force, on appelle ça le conflit, enfin, suivant les méthodologies, suivant les approches. Ça peut aller très loin, hein, ça peut aller jusqu'à la guerre, hein, c'est-à-dire, alors là, on ne parle pas de négociation, mais dans le domaine de la géopolitique, la contrainte par la violence, c'est une forme de rapport de force à son extrême.
La deuxième façon de traiter un désaccord, c'est de dire à l'autre, bah, finalement, il n'y a pas de désaccord, c'est juste qu'on ne s'est pas compris. Et une fois que je t'aurai expliqué, eh bien, tu verras, on ne sera plus en désaccord. Et donc là, on rentre dans un domaine que moi j'appelle l'influence, c'est-à-dire c'est un domaine dans lequel on va essayer de convaincre l'autre que c'est moi qui ai raison et c'est pas, et c'est toi qui as tort. Et là, on a toute une myriade de leviers, toute une myriade de postures qui permettent, d'une manière ou d'une autre, d'essayer de convaincre l'autre à changer d'avis, de lui forcer à changer d'avis ou de l'amener à changer d'avis. Alors, on peut lui expliquer, on peut faire de la pédagogie, comme disent les politiques. On peut essayer de le séduire. Allez, tu peux bien faire ça pour moi. On peut l'intimider, essayer de, non pas de passer en force, mais essayer de faire en sorte que sur un malentendu, ça puisse passer. On peut faire du lobbying, etc. Alors, je ne rentre pas dans le détail, encore une fois, on n'a pas le temps, mais quelque part, vous avez compris le principe, il s'agit de faire changer l'autre d'avis. Et c'est ça, en fait, quand on essaie de convaincre l'autre, c'est ça qu'on essaie de faire. Et puis, il y a donc, alors vous voyez venir, il y a une troisième approche pour résoudre un désaccord, c'est de dire, bah, écoutez, j'ai bien compris qu'on avait ce désaccord, on a un vrai problème. Euh, Moi, je ne suis pas prêt à aller dans votre sens. En revanche, j'ai la volonté de me mettre d'accord avec vous. Et je vous propose de le faire par la concertation. Et ça, c'est ce qu'on appelle véritablement la négociation. Et donc, vous voyez que quelque part, quand on fait ce panorama, il y a donc ces trois types d'approches. Et ces trois types d'approches, elles sont possibles. Alors évidemment, si vous n'avez pas le rapport de force qui est pour vous, vous ne pouvez pas utiliser pouvez pas utiliser la force. Mais vous pouvez toujours essayer de convaincre l'autre. Et les trois types d'approches sont possibles et c'est donc un choix. Et la négociation n'est pas le choix ultime. C'est-à-dire que si vous pouvez passer en force, bah, écoutez, faites-le. Si vous avez les moyens de convaincre l'autre, faites-le aussi. Euh, En revanche, la négociation, ce qui est clair, si vous rentrez dans une négociation, vous allez devoir vous préparer, vous allez devoir euh, préparer des concessions, donc ça peut être coûteux de ce point de vue-là également. Ça va vous prendre du temps. Et donc, quelque part, ça n'est pas une solution qui est forcément la solution idéale. Si ce n'est que la négociation, elle présente deux avantages très importants. C'est qu'elle est probablement la seule qui permette de maintenir la relation à la fin lorsqu'on aura résolu la situation. C'est-à-dire que la relation sera moins abîmée que si on a utilisé la force ou l'influence. Et puis également, la négociation, c'est celle qui va aboutir là où peut-être la force et l'influence auront échoué. Donc, vous voyez, véritablement une approche qui doit être très lucide quand on utilise l'une ou l'autre de ces approches. Euh, alors, je terminerai également, et là encore, je vais vraiment esquisser la réflexion, c'est que vous avez remarqué que la force et l'influence, je les ai représentées avec une espèce de spirale à l'intérieur. Et c'est à dessein parce qu'en fait, dans ces deux approches, vous avez une espèce d'auto-alimentation des discussions qui est faite. C'est-à-dire que plus vous allez essayer de convaincre l'autre, et plus il va essayer de répondre par des éléments d'argumentaire de son côté. Éventuellement, plus vous allez chercher à le menacer, et plus il va vous menacer potentiellement aussi. Pareil pour la force d'ailleurs. On a des systèmes qui peuvent être relativement toxiques. Alors que la négociation, si c'est bien mené, vous allez avoir un processus, c'est-à-dire que vous allez véritablement être beaucoup plus linéaire. Donc voilà tous les avantages et quelque part les inconvénients des trois approches. Alors,
je continue sur mon tour d'horizon pour vous donner quelques compétences clés pour un négociateur tel que moi je le perçois à travers mon expérience et mon activité de formateur. Euh, Bien évidemment, lorsqu'on est en négociation, on n'est pas obligé d'arriver à un accord. C'est parfois possible et c'est parfois impossible. Mais clairement, si on a les bonnes compétences, on se donne les meilleures chances d'arriver à un accord. Alors, quelles sont ces compétences, à mon sens? Première compétence clé d'un négociateur, c'est d'avoir une méthodologie, euh, de savoir faire, de savoir quoi faire et quand le faire et comment le faire en toutes circonstances. Évidemment, vous avez des négociations qui peuvent être relativement standards hein, quand vous négociez les prix annuels dans la distribution ou dans l'industrie. Bon, quelque part, le schéma, les acteurs sont assez rodés. En revanche, lorsque vous vous trouvez dans des situations de négociation qui sont plus inédites, plus originales, par exemple résoudre un litige qualité ou un litige de supply chain, un développement qui ne s'est pas bien passé, et dans lesquels même les aspects contractuels sont inopérants parce qu'on est un petit peu en marge. Moi, j'ai eu à traiter des sujets, par exemple, dans le Covid, etc., dans lesquels on est obligé de se mettre autour d'une table pour négocier. Eh bien, il faut avoir une méthodologie dans laquelle on va quelque part savoir quoi faire, une espèce de checklist, et savoir, savoir comment s'y prendre. Euh, et puis, quelque part, une méthodologie, c'est bien, mais il faut aussi savoir s'entraîner. Euh, et moi, je le vois en tant que formateur, on n'apprend pas, en général, à négocier tout seul. Il faut avoir du feedback. De la même façon, enfin, si je prends une métaphore, on n'apprend pas à nager tout seul non plus, quoi. Il faut quelque chose il faut être coaché, il faut avoir la possibilité de se voir. D'ailleurs, lorsque je fais des formations, la vidéo est vraiment extrêmement importante parce que quand vous vous voyez parler, quand vous vous voyez négocier, eh bien, vous voyez les sujets qui ne vont pas. Donc, une méthodologie tout-terrain et une méthodologie apprenante qui permettent de vous améliorer. Euh, deuxième compétence, et ça, je ne peux pas mieux le résumer que ce qui est écrit sur le slide, c'est une main de fer dans un gant de velours. Alors, une main de fer, évidemment, parce que la négociation, ce n'est pas un monde de bisounours, encore une fois, il faut de l'assertivité, il faut être capable de défendre sa position, défendre son beefsteak. Donc, c'est vraiment la base. Il ne faut pas avoir peur je dirais, de s'opposer à l'autre. En revanche, ça va de pair, ça doit aller de pair avec une grande flexibilité relationnelle, de l'ouverture d'esprit, de l'empathie, euh, être capable de comprendre toutes les difficultés dans l'interculturalité. Donc, tout cet aspect de finesse est vraiment extrêmement important. Et donc, il faut avoir vraiment un grand équilibre entre ces deux qualités, de l'assertivité et aussi beaucoup de flexibilité. Et puis, je dirais que la troisième compétence clé d'un négociateur, bah, effectivement, c'est l'expérience enrichie, enfin, ce que j'appelle l'expérience enrichie, c'est-à-dire que en négociation, peut-être comme ailleurs, bah, il faut apprendre de ses erreurs et il faut savoir justement ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché, pourquoi ça a bien marché, pourquoi ça n'a pas bien marché, euh, notamment lorsqu'on est en phase d'exécution, parce que rien ne se passe jamais vraiment comme on l'a prévu. Et donc, il faut être capable de faire des boucles de feedback qui sont importantes. Euh,
et je relis ça aussi, d'ailleurs, au premier point, parce que si on a cette méthodologie, on est capable, on est plus capable de revenir sur son expérience et donc de s'enrichir. Parce que moi, j'ai beaucoup rencontré en fait de négociateurs dans ma carrière et des gens qui pourtant étaient extrêmement expérimentés, mais qui faisaient un peu toujours les mêmes erreurs. Et donc, quelque part, il faut aussi être capable de confronter sa pratique avec un point fixe, avec une référence méthodologique. Donc voilà pour quelques idées de compétences clés d'un négociateur. Et puis je vais finir euh, cette, euh, cette intervention par vous donner quelques incontournables pour mieux négocier. Alors, encore une fois, un peu en toute humilité, hein, parce que la négociation, c'est quelque chose, c'est un art millénaire, donc on ne peut pas le résumer je dirais aussi simplement que par quelques astuces et quelques secrets. Mais il y a quand même quelques incontournables, quelques idées forces que je voudrais partager peut-être avec vous. Alors, première idée force, euh, de la lucidité dans les trois approches. Parce que ça, c'est un vrai sujet et on le voit très souvent. euh, Par exemple, avoir des discussions euh, qui sont des discussions dans lesquelles on confond la négociation et la persuasion. Et en règle générale, quand vous êtes en situation d'intérêt contradictoire, euh, au bout d'un moment, vous n'arriverez pas à convaincre votre interlocuteur. Donc, tous les arguments que vous allez pouvoir mettre sur la table pour essayer de le faire changer d'avis, ils vont, au bout du compte, pas vraiment arriver à faire la différence. Et s'entêter dans cette direction, ça peut être extrêmement contre-productif. Donc, toujours être lucide sur est-ce que je suis en négociation, est-ce que j'ai l'intention de me mettre d'accord avec l'autre par la concertation, ou est-ce que je suis en train d'essayer de le faire changer d'avis. Deuxième, deuxième incontournable, c'est pas d'hésitation en négociation. Lorsqu'on est en situation de négociation, et c'est aussi pour ça il faut bien préparer et s'entraîner, il faut être capable de donner sa position sans hésitation, être assertif et pas dire, eh bien, écoutez, j'aurais aimé que peut-être vous puissiez faire un effort sur votre offre, etc. Bon, je force le trait, mais quelque part, vous voyez ce que je veux dire. Il faut avoir une assertivité qui soit forte, de façon à ne pas laisser d'espace sur votre détermination. Troisième point, bah, pas d'ego en ego. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire euh, pas d'ego. C'est pas parce que l'autre ne veut pas concéder que moi je vais pas lui faire des propositions. Il faut aussi être capable de se contenter aussi de finaliser une négociation sans forcément aller chercher toujours mieux, alors qu'en fait, on est déjà dans sa marge de manœuvre et on a déjà atteint son objectif interne. Donc, pas vouloir toujours plus peut être vraiment assez contre-productif en négociation. Quatrième point que j'ai envie enfin, que je dis souvent en formation, c'est que euh, il faut vraiment effectivement savoir s'exprimer et savoir donner sa position, ça c'est clair, mais il faut aussi savoir écouter l'autre. Et pour écouter l'autre, il faut savoir se taire, et voire même, il faut savoir aller chercher l'autre et l'amener dans la concertation. Euh, Lui dire, bon, on a un problème, comment on fait? Quelle est votre proposition? Et ça, c'est vraiment un des moyens pour arriver à intégrer l'autre et à le faire prendre sa responsabilité dans la concertation.
Et puis je finirai par un point, un dernier point, c'est avoir un peu de sincérité. On se met plus facilement d'accord avec une autre partie lorsque on démontre quelque part que l'on a une certaine sincérité, que on rentre pas je dirais, dans un discours trop flou, dans un discours trop, vous passerez l'expression de bullshit. Il faut quelque part montrer un peu qu'on est droit dans ses bottes. Alors évidemment, il faut pas que ce soit fait avec naïveté. Il faut pas donner des informations qui pourraient être retenues contre vous. Mais quelque part, soyez sincère, c'est avec l'autre que vous voulez vous mettre d'accord. Euh, Portez-lui de l'attention, montrez-lui que vous voulez vous mettre d'accord avec lui. Et euh, c'est, je pense, une bonne démarche qui doit vous amener à vous mettre d'accord en négociation avec, même avec des gens avec qui éventuellement ça peut être compliqué. Voilà pour ce que j'avais à partager avec vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, malheureusement, avec